Alors bonsoir tout le monde, bienvenue pour un deuxième live en ce 26 décembre 2020. Il est 19h30, ici Mathieu Martel, directement du loft du philosophe à Montréal, près du marché Jean Talon, une seconde fois avec vous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous manifester sur le clavardage, à me saluer, à me poser des questions. Ce soir, le thème de la soirée, Socrate, le philosophe. Alors, une conférence à l'impromptu, comme toujours, ici. Je me suis décidé à la dernière minute pour vous présenter une petite réflexion sur Socrate, le premier philosophe moral de l'histoire de l'Antiquité. Bien sûr, alors vous allez apprendre des éléments biographiques sur Socrate, des références, etc. Et aussi, je vais vous laisser me poser des questions au sujet de Socrate, hein, si vous avez des questions. Et je vais aussi vous interroger à savoir que savez-vous, que pensez-vous savoir hein, de Socrate d'Athènes, né en 470-469 avant notre ère, décédé en 399, lui qui est mort pour ses idées. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire bonjour, à me saluer. Je suis avec vous directement de mon loft à Montréal. J'espère que vous vous portez bien. Alors, vous savez que demain, nous aurons notre rencontre tirage au sort de quelques ouvrages et j'aurai aussi un petit rabais à vous offrir pour la commande d'un de mes livres. On va en reparler demain à 13h, le 27. Donc, je vous salue tous et toutes. N'hésitez pas à me poser des questions au sujet de Socrate. C'est une présentation générale, bien sûr, sous le mode de l'intuition, de l'écoute, du ressenti et de la spontanéité, toujours guidé par l'enthousiasme, hein, qui est un état d'esprit. Je salue bien le bonsoir à Daniel de Sainte-Thérèse, à Isabelle de Laval, à Mélanie de Laval aussi, à Niki. Niki qui va sûrement peut-être nous informer hein, sur Socrate, Niki, dont les racines remontent à la Crète, bien sûr. Mélanie, bonsoir à Mélanie, bonsoir à Mylène. Et Isabelle aussi de Québec. J'espère, je ne sais pas si Pierre va se joindre à nous. Hein. Pierre, je crois qu'il a un esprit socratique. Est-ce que Pierre de Villeray est présent? Hein, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu aussi. Donc, je dédie cette conférence à une de nos auditrices, Marie-Lou, bien sûr, qui m'a envoyé un message. Elle me dit, on est connecté, je prépare un repas grec. Voilà. Donc, salutations Marie-Lou, salutations à Pierre de Villeray. Voilà. Alors, dans quelques instants, nous allons, j'espère que, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que l'image est bonne, juste m'indiquer le tout. Donc, voilà. Donc, en quelques instants, on va parler de notre Socrate, bien sûr, Socrate d'Athènes. Hein? Qu'a-t-il fait dans sa vie? Comment s'appelaient ses parents? Que faisait-il? Socrate avait-il un métier? N'hésitez pas à me poser des questions sur Socrate. Je ne suis pas le plus grand spécialiste de Socrate, bien sûr, car c'était mon professeur Louis-André Dorion, qui est un des plus grands spécialistes en francophonie. Allez voir, bien sûr, le petit vidéo de Socrate de 30 minutes, bien sûr, filmé en 2012, animé par Guillaume Lamy, un de mes amis. Salutations à Nick. Nick dit le latino du plateau, qui est dans son loft du latino. Et salutations à tous et à toutes. Et je demandais à Mélanie de contacter Pierre pour qu'il se joigne à nous, car Pierre a un esprit extrêmement socratique. J'espère qu'il va pouvoir venir me poser des questions et qu'on va pouvoir engager une bonne discussion. Hein, j'ai toujours vu Pierre comme étant le Socrate de Villeray. Alors, salutations à Rose Elena qui est avec nous aussi ce soir, Nick du plateau, Nick, un compatriote du salon de thé. Alors, les amis, avant de commencer, bien sûr, hein, dans le vif du sujet, là, je vous rappelle que nous avons des rencontres à l'impromptu comme celle de ce soir. On a eu toute la semaine, donc c'est peut-être un spécial du temps des fêtes, en fin de compte. Et on a une rencontre demain, un tirage au sort pour mes livres. Le 3 janvier sur le Carpe Diem d'Horace. Le 7 janvier sur la folie et la sagesse à 13h et en soirée sur Oser dire oui à l'existence sur Zoom dans un esprit davantage intimiste et d'échange.
Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire ce que vous savez ou pensez savoir sur Socrate. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. On va fonctionner sur le mode aussi du commentaire via le clavardage. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, vous savez que, bon, je vais commencer. Socrate de Montréal. OK, on a Marc Soucy dit le Socrate de Laval. Donc, salutations. Donc, les amis, Socrate est... Donc, nous avons quelles sont nos preuves de l'existence de Socrate? Quels sont les documents qui indiquent, qui parlent de Socrate dans l'histoire de la philo? Car bien sûr, Socrate n'a rien écrit, n'a rien laissé comme document. Et on a découvert Socrate à travers, bien sûr, des témoignages. Il a été le maître philosophique de Platon pendant 9 ans, bien sûr. Et les premiers dialogues de Platon ont mis vraiment Socrate à l'avant-plan comme figure, comme personnage philosophique fondamental de l'œuvre de Platon dans les premiers dialogues. Je vous nommerai les titres après, tantôt plus tard, si vous voulez aller faire de la lecture. Voilà. Alors, Platon, maître de Socrate, disciple de Socrate pendant 9 ans, Xénophon, disciple de Socrate pendant 4 ans, les deux ont écrit des dialogues socratiques. Voilà. Donc, on a bien sûr, à travers Platon, les premiers dialogues de jeunesse, qu'on pense à l'apologie de Socrate, qui parle du procès de Socrate, mais aussi où Platon vient soutenir Socrate dans sa mission de vie. Il s'agit bien sûr d'un discours apologétique. Nous avons bien sûr le Criton, où il y a réflexion à savoir est-ce que Socrate va accepter l'aide de ses amis pour l'aider à s'évader, pour acheter les juges, etc. Voilà. Et nous avons aussi le texte de Xénophon, la pièce de théâtre Les Nuées, qui est écrit vers 420 quelques, si je ne m'abuse, 423, et où on dépeint Socrate comme un sophiste, la tête dans les nuages, manquant de tomber dans un puits, ce qui nous rappelle bien sûr Thalès de Milet. Et on dépeint Socrate tel un sophiste. C'est très bizarre. Donc le portrait tracé par Xénophane de Socrate l'associe au sophiste alors qu'il n'était pas du tout, était bien sûr un chercheur de sagesse, un maître de la connaissance, mais il ne prétendait pas savoir. On se rappelle bien sûr de son principe de la docte ignorance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et même Socrate, après avoir entendu dire de son ami Chairéphon qu'il était le plus sage d'Athènes, est parti, selon les dires de Platon dans les dialogues, enquêter à savoir si cela pouvait être vrai. Est allé poser des questions à ceux qui prétendaient savoir, à ceux qui ne prétendaient pas savoir, qui étaient plus humbles. Et Socrate en avait conclu que ceux qui prétendaient le moins savoir, c'était peut-être ceux qui savaient le plus. Et lui-même, il ne se voyait pas tel un sage. Parce qu'on sait qu'on a la tradition aussi, avant Socrate, des 7 sages, une tradition bien sûr légendaire, où les noms, selon les listes, varient le plus souvent, mais on retrouve entre autres Solon d'Athènes, un législateur athénien, ancêtre de la démocratie. Donc, les amis, j'en profite pour vous saluer ce soir. C'est un « Posez-moi des questions sur Socrate. Dites-moi ce que vous savez sur lui. » Je vais en profiter. Je salue Marc de Laval, Lydie qui est à Longueuil, Mylène de Saint-Lin, Vanda de Montréal, Mélanie de Laval, Jean-Luc de Montréal, Isabelle aussi de Laval, Roselena, Nick du Plateau, Niki, Daniel et compagnie, merci d'être présents à ce live, deuxième de la journée sur Socrate. Bien sûr, toujours là, ces lives-là se déroulent de manière ressentie, basée sur l'enthousiasme
l'écoute et le laisser être, bien sûr, et non pas le laisser aller. Alors, si vous avez des questions, donc oui, bien sûr, Mylène se rappelle des dialogues de Socrate impliquant l'Achès et le Lysis, hein, un des deux traite de l'amitié. Mais revenons à notre Socrate. Donc, né en 470, 469 avant Jésus-Christ, avant notre ère, mort en 399, après avoir, bien sûr, bu un poison paralysant mortel, la ciguë, et après avoir provoqué l'Assemblée qui l'a condamné à une certaine peine, Socrate propose d'être nourri aux frais de l'État, hein, bien sûr d'être nourri par le Prytanée. Hein, c'était les grands hommes qui étaient nourris aux Prytanée, on pense aux athlètes, aux hommes, aux créateurs, etc. Socrate, lui, se dit un être juste. Il veut lui aussi être nourri aux Prytanée. Ce qui a valu, de la part de l'Assemblée, ils ont perçu ça comme étant de l'arrogance, bien sûr. Et Socrate a été condamné à mort à boire le poison mortel paralysant la ciguë. Donc ici, j'ai Marc de Laval qui me dit « Socrate et Jésus, deux figures qui mises en procès et mises à mort par une élite dirigeante pour leur discours jugé subversif. » En effet, si on écoute l'entretien de Louis-André Dorion avec Guillaume Lamy, M. Dorion voit les trois chefs d'accusation dont Socrate a été accusé, les trois chefs d'accusation attribués à Socrate, comme voit cela comme un écran de fumée. C'est plutôt son attitude, contestataire à l'égard du pouvoir politique qui lui aurait peut-être valu une peine sévère. Donc, je vous rappelle bien sûr les trois chefs d'accusation dits officiels. Donc, Socrate est coupable de corrompre les jeunes gens. Donc, il questionne n'importe quel individu sur la place publique. Il aurait eu, selon lui, une mauvaise influence de la part de l'Assemblée envers les jeunes gens. Et on sait que certains de ses disciples sont allés se joindre dans le camp de Sparte, l'ennemi juré d'Athènes. On l'accuse aussi de croire à un dieu personnel, le daimon, dont je vais vous parler tantôt, le daimon de Socrate, qui est sa conscience morale, mais qui l'empêche de faire certaines actions, et par ailleurs de ne pas être pieux, de ne pas croire au dieu de la cité. Cet argument-là va être démonté dans l'apologie de Socrate, va réfuter cet argument, bien sûr en démontrant que puisqu'un daimon est un dieu et que Socrate, par conséquent, croit en un dieu et que le daimon fait partie de l'ensemble des dieux dans le polythéisme athénien. Donc, il n'y a pas de contradiction là-dedans. Socrate est bien un être pieux et respectueux des croyances athéniennes. Et même à cet égard, quand il s'est opposé, il y avait eu aux îles Arginus, vers 406-404, il y avait eu une flotte, il y avait eu des généraux d'armée, il y avait eu un bateau qui avait échoué, etc. Puis, on a voulu condamner les généraux d'armée en bloc suite à une mauvaise décision prise dans le port, là, loin d'Athènes, aux îles Arginus. Et Socrate s'était opposé à une condamnation en bloc des généraux. Il voulait un procès fait individuellement à chacun, ce qui était la tradition à Athènes. Donc ça a un peu dérangé les autorités politiques. Et bien sûr, le fait qu'il se soit opposé à des positions démocrates. Voilà, avant, bien sûr, à la fin du siècle, du 5e siècle. Marc nous pose la question, est-il une différence entre une muse et un daimon? Les muses, sont de l'ordre de 9, hein, sont liées aux arts,
ce sont peut-être, est-ce que ce sont des demi-dieux, je ne sais pas trop. Les muses, ce sont des inspiratrices associées à des arts. Donc, des muses pour, je ne connais pas les noms par cœur des 9 muses. Il y en a associées à la poésie, à la littérature, à la musique. Mais le daimon de Socrate, bon, est un peu sa conscience morale, son guide intérieur. Hein. Chez Augustin, on verra que Augustin emploiera plus tard la notion de maître intérieur. Mais chez Socrate, c'est un maître intérieur, une conscience qui l'empêche d'accomplir certaines actions. Il dira, le Dieu ne m'a pas empêché d'agir de telle manière. Donc, je peux agir par surcroît parce que le Dieu ne me l'interdit pas. Donc, tout le temps dans un mode, sa conscience intervient dans un mode d'interdiction de faire certaines choses pour le peu que j'en sache, Marc, comparativement aux muses. Merci pour la question. Alors, nos sources, j'avais oublié au sujet des sources où on parle de Socrate, il y a une quarantaine de pages. Hein. Aristote, on sait qu'Aristote a vécu après Socrate, ne l'a pas connu. Hein, Aristote décédé une année après Alexandre le Grand, en 322. Il y a une super affiliation ici, hein, bien sûr. On voit Aristote, disciple de Platon pendant 19 ans. Puis après Aristote, maître d'Alexandre le Grand pendant 3-4 ans. Voilà, on se rappelle aussi que les gymnosophistes avaient accompagné Alexandre le Grand dans ses campagnes militaires en Inde. Ben, non, je veux dire, les philosophes sceptiques avaient accompagné Alexandre, ils ont rencontré des gymnosophistes en Inde. Mais revenons à mon point. Aristote écrit une trentaine, quarantaine de pages sur Socrate, parle qu'il est un être inspirant ou qui a apporté la notion d'induction, bien sûr. Donc, l'importance de l'induction et de la définition. Donc, on sait que dans les premiers dialogues de Socrate, il y a quand même beaucoup est porté dans la méthode de la dialectique, de partir d'observations empiriques et de remonter vers généraliser pour trouver l'essence de certains concepts. Par exemple, on peut se demander qu'est-ce que le beau? Et certains des interlocuteurs de Socrate vont donner leurs réponses, donc leurs idées reçues. Socrate va évaluer leurs réponses en pratiquant la dialectique, en les questionnant, en vérifiant si c'est logique, si c'est sensé, si c'est acceptable comme réponse. Donc Socrate pratique bien sûr l'induction, un passage du particulier au général, l'observation de cas au général, puis ensuite le travail de définition, la recherche de caractéristiques essentielles pour un concept qu'on parle de la vertu, de la beauté, du courage. Hein. Tantôt, Mylène a parlé de l'Isis et du dialogue de l'Isis et Lachaise. Bon, il est question dans ces dialogues-là, respectivement, du courage et de l'amitié. Donc, chacun des dialogues socratiques ont comme des petits thèmes en lien. Donc, un très beau texte pour commencer, l'Apologie de Socrate et le Criton, qui sont souvent publiés ensemble. Je vous conseille l'édition chez GF, hein, avec Luc Brisson, bien sûr, comme traducteur et commentateur, pour commencer. D'autres dialogues intéressants pour commencer, pour découvrir un Socrate platonicien. Nous avons bien sûr le Criton, le Charmide, l'Isis, Gorgias, Protagoras, le Lachaise aussi. Chez Xénophon, ouvrage moins abordable, mais traduit par Louis-André Dorion, on a les Mémorables de Xénophon, un premier dialogue sur l'économie, l'économia, si vous vous intéressez à cela. Bon, merci Jean-Luc pour ta première question sur Socrate, n'hésitez pas. Pourquoi n'a-t-il rien écrit? C'est une très bonne question. Je ne suis pas, je n'ai pas vécu, je n'étais pas dans l'esprit de Socrate. La seule chose que je sais, c'est que on a beaucoup de dialogues aussi. Je vais répondre bientôt, Jean-Luc. Beaucoup de dialogues socratiques, hein, qui est une pratique
on retrouve une centaine de preuves de dialogues, les logoi socraticoi, des dialogues mettant Socrate en scène. Donc, c'est devenu un style d'écriture. On a ça après comme fragment retrouvé. Pourquoi Socrate était peut-être plutôt dans une tradition, la pratique de l'oralité. Et c'est Platon, son maître, qui en a été... Socrate était un homme du peuple, un homme qui, même s'il avait des amis quand même assez riches, très bien formés, etc., venant, même Platon est un aristocrate. Socrate est un homme simple, qui s'est battu, qui a défendu son pays à 3 campagnes militaires, entre autres, Potidée 430, Délium 422 et Amphipolis en 422. Il est sorti ces 3 fois-là de sa ville natale, d'Athènes. Il provenait d'un dème, d'une certaine région particulière dont je ne me souviens plus le nom. Mais voilà, donc, très bonne question, Jean-Luc. Pourquoi n'a-t-il rien écrit? Ce ne sont que des suppositions de ma part. Je ne suis pas un spécialiste de Socrate. Socrate est un homme qui allait à l'agora questionner, interroger les gens sur leurs valeurs, les remettre en question. On l'a même traité, on l'a associé, on l'a appelé le ton d'Athènes, la torpille qui paralyse, etc. On l'a associé à des insectes, à des animaux. C'est un individu qui aimait marcher, se promener, la barbe, les sandales ou nu-pieds même, très endurant physiquement. Donc c'était un être philosophe de la cité qui n'a rien écrit, mais on sait qu'il y a, même avant lui, il y avait les présocratiques, des gens qui ont écrit beaucoup de livres, comme qu'on pense aux poèmes de Parménide, aux fragments d'Héraclite, mais Héraclite avait écrit plusieurs livres. Socrate, à la fois comme Jésus, n'a rien écrit, donc c'est comme un philosophe incarné dans la cité. Mais très bonne question. Il faudrait peut-être aller lire un livre là-dessus. Pourquoi? Quelles sont les hypothèses autour de Socrate? Ce serait des belles réflexions à faire. Merci Jean-Luc pour ta très bonne question. Hein? On sait qu'il n'a rien écrit. On sait qu'il a été le maître de Platon et bien sûr de Xénophon. On se souvient un petit peu, je crois, de l'anecdote, je vais vous conter. Xénophon était un homme bien né, de belle apparence, un noble, etc. Et il croise Socrate dans une des rues d'Athènes et il demande à Xénophon, est-ce que tu peux me rapporter quelques biens, me trouver quelques biens à manger finalement? Et Xénophon dit oui, sans problème. Et Socrate de lui répondre, et moi je te guiderai vers le bien. Donc un jeu de mots ici, selon bien sûr les anecdotes. Donc comme Jésus, il n'a pas laissé d'écrit, en effet. Donc, n'hésitez pas avec vos questions sur Socrate. Mathieu Martel avec vous ici. Donc, ce soir, un live en l'honneur du philosophe par excellence de l'Antiquité. Bien sûr, on a eu les présocratiques, qui étaient plutôt des gens qui venaient d'ailleurs d'Athènes. Socrate est le philosophe d'Athènes, bien sûr. Philosophe moral par excellence, pratiquant la dialectique, l'art d'accoucher aussi les esprits, la maïeutique. Sa mère était sage-femme, son père était un tailleur de pierre, etc. Il aurait eu une femme difficile à vivre, une femme acariâtre, Xantippe. Certains lui attribuent, dans une tradition dite antisocratique, d'avoir eu 2 femmes en même temps. On sait qu'il a eu quelques enfants et qu'à la mort de Socrate, ses enfants sont en bas âge. On parle de 6 à 8 ans. Par les expressions utilisées pour nommer les petits-enfants, le terme référent aux petits-enfants. Donc, les amis, j'en profite pour vous saluer. Salutations à Daniel, à Isabelle, à Mélanie, à Niki. N'hésitez pas avec vos questions, vos commentaires sur Socrate. Je vous pose la question,
Que savez-vous de Socrate? Que connaissez-vous de Socrate? Que pensez-vous connaître et qu'aimeriez-vous savoir de lui? N'hésitez pas à poser des questions ici pour cette petite rencontre philosophique du samedi. Je me sens comme dimanche, mais bon, voilà. Salutations à Mylène, à Isabelle, à Daniel, à Nico, à Rose-Héléna. On attend toujours Pierre, dit le Socrate de Villeray. On n'a pas de nouvelles. On se demande qu'est-ce qui se passe. Marc de Laval, merci à Jean-Luc d'être là. À Lydie aussi, à Vanda, et voilà. Merci pour vos commentaires et vos questions. OK, très intéressant, Jean-Luc. Les premiers stoïciens et Socrate. OK, très bonne question, mais je vais juste expliquer d'abord, Socrate a eu des disciples, hein, bien sûr, qui ont fondé des écoles après lui. Je vais commencer par ça, Jean-Luc, je reviens à ton point. Aristippe de Cyrène, dont on a seulement des fragments, disciple de Socrate, qui était quand même versé dans les plaisirs, mais qui développait une des caractéristiques propres à Socrate, la maîtrise de soi. Malgré son hédonisme assez accentué, Aristippe est un homme qui se maîtrisait, comme Socrate. Hein? La modération, même Socrate était très, très endurant au niveau du froid, du chaud, des intempéries. Il pouvait supporter l'alcool très facilement aussi. On parle ici chez les cyniques, on sait que l'ancêtre, les stoïciens viennent du cynisme. OK? Et le maître par excellence du cynisme, c'est Antisthène, qui était un disciple de Socrate. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Si je ne m'abuse, le stoïcisme dérive des stoïciens. C'est ça, les stoïciens dérivent du cynisme. Il y a aussi Euclide de Mégare, à ne pas confondre avec l'autre Euclide, Euclide de Mégare, le logicien, qui était un disciple aussi de Socrate, qui a fondé une école à Mégare, bien sûr. Donc Socrate, un être influent, écoutez ça, quelle influence! Maître de Platon, de Xénophon, d'Aristippe, d'Antisthène, d'Euclide. Il a aussi eu des maîtres également dans la tradition. Socrate aussi. Donc Marc nous dit que Socrate aurait déclaré dans le Phèdre, aurait dit à Phèdre, que celui qui pense instruire ou apprendre dans le domaine des arts par l'écriture ou la lecture sont naïfs. Donc peut-être que ça nous ramène à une tradition, à l'importance de l'oralité. Elle est renchérie, cette importance de l'oralité, dans la lettre 7, bien sûr, qui dit que la vraie transmission philosophique et ésotérique ne passe pas par l'écrit, mais bien par une autre forme de transmission, orale ou peut-être initiatique. Que sait-on? Donc, mais Jean-Luc, ta question sur ce qui différencie les premiers stoïciens et Socrate, je peux juste dire de manière intuitive et non certaine que Socrate serait quand même l'inspirateur de l'école cynique et stoïcienne, si je ne m'abuse. Mais ce soir, je ne peux pas trop avancer quoi que ce soit comme ça. C'est une bonne question, assez générale. Je vais m'en tenir peut-être à la figure de Socrate, mais bonne question, encore. Donc, les amis, ce soir, une petite causerie philosophique sur Socrate, hein, le philosophe par excellence de l'Antiquité. On sait qu'il y a eu, après Platon, bien sûr, Aristote, qui a développé une philosophie critique à l'égard de Platon, mais qui était son disciple. Hein, on a la métaphysique, des écrits sur la rhétorique, la logique, etc., chez Aristote. On a eu aussi des philosophes, le développement des écoles philosophiques, le stoïcisme, le cynisme, les sceptiques, avec Pyrrhon d'Hélice, etc. Mais ce soir, on parle de Socrate. Donc, pour faire une belle introduction, on a le beau livre de Pierre Hadot, hein? Qu'est-ce que la philosophie antique a vous procuré chez Folio? Une belle petite introduction. Il y a un beau livre aussi de Crescenzio sur les écoles philosophiques. Intéressant, un professeur italien. Aussi pour entamer, et bien sûr les dialogues de Platon.
Tantôt, on parlait de dialogue de jeunesse, l'apologie, le Critias, Charmide, Lysis, Protagoras, Laquès, Gorgias, etc. Donc, pour se familiariser avec notre philosophe. Donc, si vous avez des questions, les amis, des commentaires, ne vous gênez pas à m'écrire dans ce live sur Socrate. Et Socrate pratiquait la philosophie sur la place publique, à l'agora, le marché d'Athènes, lieu des grandes rencontres, et interrogeait les gens pour vérifier s'ils savaient quelque chose, si leur savoir était fondé, si ces gens-là ne se contredisaient pas. On a dit que Socrate était le maître de la dialectique, c'est-à-dire de l'art de poser des questions, d'interroger et d'évaluer, bien sûr, l'aspect véridique et l'aspect formel des raisonnements. Voilà. Et Socrate avait aussi un grand souci que chacun ose se questionner eux-mêmes sur interroger leurs valeurs, se demander si ils accomplissaient le bien. Hein? Donc, certes, il y avait toujours la tentation à l'époque, bien sûr, de la recherche du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, des quêtes de la richesse, de la luxure, etc. Mais Socrate voulait que chacun se pose ce souci de lui-même, de ce qui est le plus important lui-même. Et bon, dans la tradition platonicienne, on faisait référence au souci de soi qui est lié à l'âme ou l'exercice de la raison, hein, le questionnement philosophique. Donc, les amis, ne vous gênez pas à me poser des questions sur Socrate comme ça. C'est une petite rencontre d'introduction, sans note, sans référence stricte au texte, simplement pour discuter de Socrate, pour vous présenter un peu le personnage, hein, l'homme barbu, yeux globuleux, trapu, un peu colosse, qui dérangeait par son attitude. On l'a comparé au ton de la cité, qui pique, qui dérange. On l'a même comparé à une torpille, un genre de poisson anguille qui engourdissait les gens et les mettait dans un certain embarras. Hein, il amenait ses interlocuteurs à sombrer dans une aporie, dans un cul-de-sac, une impasse, suite à des réflexions sur la nature profonde des termes utilisés, tels le courage. Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que le beau? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce qu'un réel ami? Qu'est-ce que la justice? Bien sûr. Hein? Qu'est-ce que la vertu? On sait qu'on associe à l'époque la vertu est un concept pour regrouper plusieurs types de vertus qui étaient encouragées chez les philosophes. On parle de la maîtrise de soi, on parle de la modération, on parle de la justice, du courage, de la sagesse. On sait que c'est l'étymologie du mot philosophie est cette enquête, cette recherche du savoir et de la sagesse, qui est quelque chose qui est toujours à refaire, à recommencer. Donc, on ne devient sage qu'en ne pratiquant ce questionnement, qu'en s'exerçant. C'est un peu la thèse de Xénophon, du Xénophon de Socrate. Il faut s'entraîner à tous les jours. Chez Platon, c'est davantage orienté vers la connaissance, l'épistémologie, c'est-à-dire la quête de la connaissance. À travers la quête de la connaissance, on peut atteindre la vertu. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas de m'écrire des petits commentaires. Je vois personne qui m'écrit en ce moment. Posez-moi des questions sur Socrate. Que connaissez-vous de Socrate? Que vous rappelez-vous de vos lectures de Platon? De vos cours de philosophie au collégial? Et n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, à savoir
qu'est-ce que vous vous souvenez d'avoir entendu sur Socrate? Est-ce qu'il vous a marqué comme personnage? Avez-vous entendu quelques anecdotes à son sujet, des rumeurs, ou quoi que ce soit, des histoires le concernant? N'hésitez pas à m'écrire dans le clavardage. Pendant que vous réfléchissez à cela, que vous m'écrivez bien sûr, me posez des questions et m'inonder de commentaires, je vais en profiter pour vous dire que demain, ce sera un peu la fin des fêtes pour nous, c'est-à-dire que je vais faire un tirage, je vais présenter chacun de mes livres et je vais en faire tirer un. Donc, 6 tirages demain. Et ceux qui seront sélectionnés par le tirage auront droit de recevoir le livre, si vous restez au Québec ou au Canada, le livre dédicacé par la poste, donc suite, bien sûr, à ce tirage aléatoire. J'aurai aussi, vous pourrez aussi demain vous procurer mes livres avec un certain rabais. Donc demain, je vais en parler demain au live qui est à 13 heures. Donc à 13 heures, on se revoit demain le 27 décembre. Bien sûr, on a nos rencontres de janvier, 3 janvier, sur le Carpe Diem d'Horace, le 7 janvier sur qu'est-ce qui distingue le fou du sage à 13 heures, et notre rencontre, bien sûr, qu'on appelle notre rencontre, on a 2 rencontres mensuelles sur Zoom, 3 au mois de janvier, et on va se demander qu'est-ce que oser dire oui à l'existence. Donc, Isabelle, pourquoi les gens étaient réputés d'amener les gens dans un cul-de-sac? Mais c'est que Socrate, contrairement à certains sophistes ou à certaines personnes, commençait bien sûr, pratiquait l'ironie et déclarait à l'interlocuteur auquel il s'adressait: tout ce que je sais, je ne sais rien, donc je vais juste en profiter pour t'interroger, pour vérifier, de savoir ce que tu sais. On sait que les gens aiment beaucoup affirmer et leur savoir, ce qu'ils prétendent savoir. Et Socrate voulait vérifier la qualité ou la véracité de leur position, ainsi que l'aspect logique. OK, bien sûr. On sait que c'est Socrate, n'oublions pas, à travers les dialogues de Socrate et de Xénophon, Socrate est un personnage, on appelle ça la figure de Socrate, hein? Un personnage employé par l'auteur, qui est Platon ou Xénophon. Donc ici, même Dorion le dit, se demander, y a-t-il eu, à quoi ressemble le Socrate historique? Nous ne le savons pas. Il y a des figures de Socrate. Donc, amener les gens dans un cul-de-sac, c'est que les gens se rendent compte qu'ils affirment certaines choses sans réellement les comprendre et sans réellement les savoir. Ils se retrouvent dans une impasse embarrassée. On sait que le fameux dialogue, que j'ai oublié de vous dire qu'il faut lire absolument, c'est l'Alcibiade de Platon, qui était le dialogue étudié pendant presque 1000 ans à l'Académie de Platon, qui était l'école qui était fondée par Platon. On sait qu'Aristote a fondé le lycée, on sait qu'Épicure a fondé le jardin, que les sceptiques, les stoïciens ont fondé le stoé poikile. Bon, alors, voilà. Donc, les gens étaient embarrassés parce que déstabilisés, parce que Socrate pratiquait bien sûr la réfutation, la critique et l'évaluation des dires des gens. Et les gens aussi, croyaient savoir, prétendaient savoir, et finalement, on se rend compte dans certains dialogues qu'ils ne savent pas vraiment. Donc, Pierre est de retour. Pierre, salutations Pierre. Socrate est considéré comme le père de la philosophie morale. Bien, le maître par excellence de Platon et de Xénophon. Les premiers, tantôt j'en commençais à parler, les premiers philosophes ne venaient pas d'Athènes, ils venaient d'Asie mineure davantage. Ils réfléchissaient à savoir quel est le principe premier qui gère, qui est à l'origine de l'univers. On parle ici des philosophes dits pré-socratiques, avant Socrate. On a bien sûr
un Héraclite d'Éphèse, un Parménide d'Élée, Xénophane. Nous avons aussi, bien sûr, Empédocle, etc. et compagnie. Donc, vu que Pierre est de retour, donc Pierre, que connais-tu de Socrate? Que sais-tu de Socrate? Qu'aimerais-tu savoir de Socrate? Que crois-tu savoir de Socrate et quelle est ta position sur Socrate? Donc voilà, merci Pierre d'être là, de retour à nos lives. Voilà les amis. Bon, donc Socrate était-il un grand initié? Très bonne question. Donc, qui parle d'initié parle des écoles à mystère, les mystères d'Éleusis, les écoles pythagoriciennes. Un grand initié, c'est une très bonne question. Il a eu des maîtres, bien sûr, mais c'était quand même un individu avec un tempérament et un esprit singulier. Il a eu des maîtres qui faisaient référence, bien sûr, à Parménide, à d'autres auteurs, à d'autres grands philosophes avant lui. Mais je ne pourrais pas dire s'il était un grand initié. Du côté de Platon, il y a un débat au sujet de Platon, à savoir est-ce que Platon avait un enseignement ésotérique et initiatique. Il y a deux écoles ou plusieurs écoles qui s'affrontent ici. On sait que certains disaient que, Platon aurait été initié à certains mystères, notamment pythagoriciens. Mais bon, c'est discutable, bien sûr, il y a des débats. Donc, Pierre, si tu as une question à me formuler, une position, j'aimerais bien que ce soit une phrase, si possible. Voilà. Que veux-tu savoir sur la mort de Socrate? Oui, Socrate a résisté. Mais la question des 30 tyrans, écoute, Vanda, ma mémoire est loin par rapport aux 30 tyrans, mais je pense que Socrate n'a pas résisté aux 30 tyrans. Donc, si tu vas voir, là, faire ta recherche sur les 30 tyrans, je pense que, de mémoire, ce qui s'est passé ici, je réponds comme ça tout bonnement, c'est que Socrate aurait peut-être été associé et voilà ce que les démocrates n'ont pas aimé. Une forme de contact. Je vais juste aller voir là-dessus 2 secondes. Ce sera pas long. Voilà. OK, allons-y maintenant avec les 30 tyrans. Donc, c'est bien sûr un gouvernement oligarchique composé de 30 magistrats appelés les tyrans qui succèdent à la démocratie athénienne à la fin de la guerre du Péloponnèse pendant moins d'1 an, en 404. Voilà qui étaient les 30 tyrans. Et voilà. Mais je vais revenir à nous. Et donc, peut-être aller lire un petit peu là-dessus. Je ne pourrais pas te répondre. Donc, Socrate aurait vécu en même temps que Lao Tzu. Faudra aller voir à ce sujet. Je sais que Karl Jaspers parle bien sûr de l'âge axial où on retrouve la plupart des grands sages, Pythagore, Lao Tzu, etc. Donc, concernant Lao Tzu, bien sûr, on le situe au milieu du 5e siècle, milieu du 6e siècle, avant Jésus-Christ. Donc, il serait né au milieu du 6e et décédé au milieu du 5e pour Lao Tzu. Voilà, donc c'est un petit peu différent de Socrate. Socrate est plus tardif, va après Lao Tzu, bien sûr. Merci pour vos questions, les amis.
Oui, en effet, Pierre, Socrate n'a pas résisté. C'est toujours, c'est vu comme un individu, un philosophe juste, ayant aimé Athènes, ayant pratiqué la justice et ayant toujours été droit. Il n'a pas voulu s'exiler. Allez lire ça dans le Criton, c'est très bien expliqué. Il a respecté sa sentence, respecté les lois. Euh, il ne s'est pas suicidé. Euh, Même si Xénophon, quelquefois, dit que c'est un suicide déguisé. Comment dire, Socrate a refusé l'appui de ses amis. On aurait pu le faire exiler, acheter les juges, etc. Il a refusé le tout. Donc, il a accepté sa sentence, ne s'est pas révolté contre les lois, car, bon, dans le Criton, on dit que les lois ont assuré, bien sûr, le mariage de ses parents. L'État assure le mariage, l'éducation et protège les citoyens, en quelque sorte. Et voilà pourquoi Socrate, selon le Criton de Platon, ne voulait pas se rebeller contre les lois. Il n'avait non plus, selon lui, rien à se reprocher. Donc, vaut mieux mourir dignement en en n'ayant rien à se reprocher, en étant bon. L'important n'est pas de vivre, comme on le dit dans le Criton, mais de bien vivre en respectant ses principes. Et Socrate incarne, pour Platon, la figure de la justice, de la vertu elle-même, des multiples vertus. Donc voilà les amis, si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas, des commentaires, des questions. Merci d'être présent dans ce deuxième live de la journée. Nous avons fait un live ce midi. Encore. Tous les lives sont disponibles dans la section vidéo, les petites conférences qui sont déjà prévues. Alors là, j'ajoute des conférences par plaisir, par élan, durant le temps des fêtes, et on aura quand même des conférences fixes au mois de janvier, février, mars. Ça devrait se poursuivre au jour le jour, bien sûr, jusqu'au mois de juin. On prendra une petite pause au mois de juillet. Donc ici, on est rendu à peu près à 9 mois de Facebook Live. On a des rencontres plus intimistes Zoom. J'espère que vous allez aussi aller voir les petits descriptifs des rencontres Zoom, des petits ateliers quelquefois le samedi, le jeudi soir, avec vous, avec Mathieu Martel et tous nos participants ici. Donc, les amis, il y a un commentaire ici de Jean-Luc. Oui, c'est que Socrate n'a pas fait une défense quelque peu arrogante, provocante. Il ne s'est pas gêné, en tout cas quand on lit l'Apologie, pour malmener ses accusateurs. On a accès à Socrate à travers, bien sûr, Xénophon et Platon, à travers des figures de Socrate et non pas des témoignages dits historiques. Il n'a pas contesté les lois, il n'a pas proposé une argumentation subtile. Voulait-il mourir? Ben, Jean-Luc, je ne comprends pas ta deuxième position, mais ses amis lui ont proposé de l'aide pour s'évader, pour s'exiler. Criton est un homme riche, il aurait pu soutenir Socrate, mais Socrate n'a pas voulu. Donc on sait qu'à la mort, on sait qu'il y a des dernières paroles, je dois un coq à Esculape, figure du dieu de la médecine. N'oublie pas, mon ami, je ne me rappelle pas à qui il s'adresse, je dois un coq à Esculape. Et Platon n'était pas là à ses funérailles, il était malade. Il a peut-être trop de peine de voir Socrate s'en aller. Socrate a même chassé, dit à sa femme et ses enfants de retourner à la maison car ils étaient en larmes. Socrate restait bien sûr avec ses compatriotes, ses amis, qui étaient quand même très tristes.
OK, les bons sujets de Socrate, l'amour pour les jeunes garçons, bisexualité, etc. Il y a plusieurs thèses. Allez lire le texte, bien sûr, dans le banquet. Le texte par excellence, c'est un des textes de Brisson concernant la notion de banquet. Il y a un texte concernant, à l'époque, la transmission se faisait entre maîtres et jeunes hommes, etc. Mais Socrate, dans les dialogues de Platon, s'attire la présence des jeunes hommes, des beaux hommes, philosophe avec, mais ne succombe jamais à la tentation avec les jeunes hommes. Mais bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Il y a eu une femme, certains disent deux, quelques enfants, etc. Et c'était dans la tradition grecque, bien sûr, de fonder une famille. Mais concernant l'enseignement pédérastique initiatique, Isabelle, lire le beau texte de Brisson dans le banquet. Donc, un Brisson chez GF, un texte qui va vous parler à la fois de l'homosexualité en Grèce et de la relation de transmission entre maître et jeune homme qui n'est pas... qui est tout autre chose que ce qu'on appelle l'homosexualité. Vous irez lire le texte de Brisson là-dessus. Il y a d'autres ouvrages aussi, etc. Donc, Daniel, je ne comprends pas. Il les a presque traités d'idiots, se basant sur sa logique interne. Qui a-t-il traité d'idiots? Juste m'éclairer, Daniel, à ce sujet. Les amis, j'en profite pour vous remercier d'être là ce soir dans ce petit live sur Socrate. Bien sûr, un live impromptu, fait de manière spontanée, sans prétention, simplement pour le plaisir de transmettre, d'interagir avec vous. Et notre prochain live officiel serait le 3 janvier sur le Carpe Diem d'Horace, mais ça se peut que, comme vous me connaissez, ça se peut que j'en fasse d'autres d'ici là. Mais je vous remercie d'être présent et présente pour ce live. Merci à tous. Donc voilà les amis, j'espère que je vous ai inspiré d'aller lire quelques dialogues de Platon, les dialogues de jeunesse. Aller lire un petit peu sur Socrate, le fameux livre de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique, des dialogues présocratiques. On peut aller lire aussi le fameux Que sais-je? Hein? Allez lire le fameux Que sais-je de Louis-André Dorion sur Socrate, une vingtaine de dollars qui va vous faire un portrait magnifique en 120 pages. Hein? Le Que sais-je, c'est une expression utilisée par Montaigne au 16e siècle, qui est un philosophe sceptique. Donc, oui, en effet, Pierre va dans les généralisations hâtives là, concernant les Grecs de l'époque. Mais voilà, les amis, bonne lecture au sujet de Socrate. Premier dialogue de Platon, le Socrate de Louis-André Dorion, le fameux Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot, pourquoi pas aussi Decrescenzo, sur la philosophie antique, merveilleux texte d'introduction où il personnifie les différents philosophes. Les amis, je vous remercie d'avoir été là. Remerciements à Marc, à Daniel de Sainte-Thérèse, à Pierre de Villeray, Isabelle, Jean-Luc, comme toujours, présent, merci d'être là. Merci à Vanda, à Daniel, bien sûr, je l'ai déjà dit. Merci à Isabelle. Et ce live était dédié à Marie-Lou ce soir, qui cuisine de la bouffe grecque, et à Pierre de Villeray, dit le Socrate de Villeray. Ainsi que remerciements à Lydie, à Mylène d'avoir été là, à Rose-Helena, à Nico, à Mélanie. Merci tout le monde. J'espère qu'on se voit demain pour le tirage à 13h. Soyez-y. Vous avez 6 chances de remporter un livre dédicacé et qui va vous arriver directement dans votre boîte aux lettres. Hein? Donc, un beau petit cadeau du temps des fêtes. À demain. Merci à tous et à toutes. Et comme disait Socrate, prenez soin de vous. Souciez-vous de l'essentiel, de ce qui est le plus important. Merci à tous et à toutes. Bye tout le monde. Au revoir. Salutations à nos auditeurs et auditrices. Bye bye.